Penser la politique de gauche en termes d'hégémonie, ça veut dire penser en termes de l'articulation entre alliances sociales et programmes politiques, dans le terme non seulement d'une cahier de doléances, mais d'une articulation d'une narration alternative pour le futur de nos sociétés. Ça, c'est le part d'hégémonie. Althusser peut nous aider dans cette NZ à penser aussi la singularité des relations, la singularité des pratiques, le caractère contradictoire de ces pratiques, toutes les formes de détermination, sous-détermination et surdétermination qui, qui, qu'il faut inclure dans ce projet d'hégémonie. Ça veut dire, je crois qu'il y a un espace commun entre ces deux projets, même si dans la tradition marxiste, la tradition d'hégémonie, la tradition de Gramsci et la tradition autrichienne ont été conçues comme des traditions différentes. Alors, je crois que toute l'évolution des théories critiques françaises après mai 68 s'occupe des mêmes questions. C'est la question de l'événement révolutionnaire. Dans ce sens, il y a quelque chose de commun entre Althusser, Badiou, par exemple, toutes les élaborations d'un théorie du sujet, ou peut-être on peut se dire pour Foucault ou même pour Deleuze. Ça veut dire qu'il y a une certaine... mais je crois que pour Althusser, l'important et l'intéressant, en même temps sans limite, c'est qu'il pensait l'importance des pratiques. Il pensait, on peut dire, en termes de singularité collective dans les luttes, mais il n'arrive pas à penser comment on peut les articuler. Si vous lisez les textes autour des crises du marxisme, les interventions au congrès du manifesto, et les autres, l'interview avec Rossana Rossanda, ou l'article Marxisme aujourd'hui, et aussi ce qu'il dit dans L'avenir dure longtemps. Il y a toujours une certaine bifurcation. Les partis en crise, les mouvements sociaux qui sont à l'offense. On connaît maintenant que les choses étaient un peu plus différentes, beaucoup plus contradictoires. Mais je crois que Althusser n'arrive jamais à penser une nouvelle dialectique entre les mouvements et une nouvelle formation, et une sorte de nouvelle formation politique. Parce qu'il n'osait pas penser en dehors du parti communiste. Même après, quand il confronte la crise profonde du Parti communiste français, c'est le silence sur ce sujet. Mais je crois que c'est à nous quand on dit à nous, tous ceux qui, à ce moment-là, veulent une refondation de la gauche dans une direction plus radicale, de penser exactement cette question, parce que pour moi, c'est exactement la question capitale. Parce qu'il n'est pas question seulement d'avoir confiance au mouvement, comment l'articuler avec, comment faire un rencontre, pour utiliser la notion althusserien, avec la théorie marxiste, avec une lecture du monde, avec un projet d'hégémonie, comment faire cette rencontre être une rencontre d'expérimentation, de détermination mutuelle, de quelque chose de nouveau, et non seulement, par exemple, une relation de représentation électorale, etc. etc. Mais ça, c'est une question qui c'était difficile pour Althusser, c'était difficile pour beaucoup de gens, c'est aussi difficile pour nous aujourd'hui, parce que en termes nous sommes encore dans la phase d'une crise du mouvement communiste, du mouvement de gauche, du mouvement radical. Ça veut dire, et je crois que les réponses que nous sommes offertes, comme par exemple
les alliances électorales ou les sectarismes traditionnels gaussistes ne sont pas des réponses, ils sont part du problème. Alors, je crois que ça, c'était les limites d'Althusser, mais je crois que quand on parle d'un philosophe, un philosophe, ce n'est pas un leader politique, et je crois aussi que dans la tradition matérialiste, on n'a pas besoin exactement de cette sorte de leader qui nous ont ouvrir un voie. Ce que nous voulons, c'est des formes de pensée, des formes de pratiques de pensée, des pratiques une pensée matérialiste, et penser aussi une pratique matérialiste, pour jouer un peu avec les mots, qui nous aident à penser aussi la politique. Et nous avons besoin de formes de penser ce qu'il se passe. Parce que nous sommes entrés, je crois, dans une nouvelle, on peut dire, phase historique, avec la crise profonde capitaliste, mais aussi toute cette série impressionnante de mouvements presque insurrectionnels dans les caractères. Ça veut dire il y a des choses qui se passent, il y a des occasions qu'on ne doit pas perdre. Alors, je crois que les mots de pensée d'Althusser, les façons qu'il pense à la limite, qu'il passe contre une forme de pensée simple, les façons qu'il problématise les concepts est vraiment nécessaire aujourd'hui, et aussi les lignes de démarcation importantes qu'il nous a offert contre l'historicisme, contre toute métaphysique, l'importance de l'autocritique constante, et aussi cette profonde conception que si la société est un terrain conflictuel, le même va pour la pensée, et en particulier pour la pensée révolutionnaire. Ça veut dire que la pensée révolutionnaire ne doit être que conflictuelle, ne doit être que contradictoire per se. Je crois qu'on peut voir dans les universités contemporaines, en particulier ceux qui sont plus entrepreneuriales ou managériales, l'évolution d'une nouvelle subjectivité néolibérale. Ça veut dire que ce n'est pas seulement des cadres compétents, c'est toute une mode de vivre, une mode de penser. Prenez par exemple la dette étudiante. La dette étudiante crée une nouvelle, on peut dire, comme je crois Maurizio Lazzarato a décrit, une nouvelle anthropologie de l'étudiant. Ces enfants ou jeunes hommes qui commencent sa vie adulte avec une dette. Ils commencent dans la précarité, dans l'angoisse, dans la nécessité de trouver rapidement un boulot, d'être antagonistique aux autres, etc., etc. Ça, c'est une nouvelle subjectivité. Et ça, c'est aussi des éléments d'une nouvelle hégémonie ou une atteinte pour une nouvelle hégémonie, parce qu'il y a aussi des autres aspects. On a aussi des mouvements de résistance dans les universités, on a des mouvements d'étudiants, on a des signes d'une nouvelle politisation de la jeunesse ou d'une certaine radicalisation. Et ça peut dire que ce qui se passe, c'est aussi une lutte pour l'hégémonie dans les universités. Et alors, dans ce sens, on peut parler de la question de l'émergence de nouvelles subjectivités. Et ça, c'est pourquoi on peut dire qu'on doit avoir une contre-stratégie, une stratégie pour transformer des universités en laboratoire de contre-hégémonie. Et je crois que ce qui se passe avec les luttes des étudiants ou des luttes des enseignants dans les universités, ce n'est pas seulement des luttes revendicatives, ce n'est pas une question, parce que choses ont changé. Alors, il faut penser de cette nouvelle étape que nous sommes aujourd'hui, et on a besoin non seulement de revendications, mais aussi de nouvelles élaborations, de créer des choses. Et je crois que dans les luttes, on peut avoir de nouvelles formes de produire des connaissances. On peut avoir de nouvelles formes de relations
dans l'université aussi, en dehors de l'université, avec les mouvements, on peut avoir de nouvelles formes de recherche militante, de nouvelles formes, pour utiliser la phrase de Marx, d'enquête ouvrière. Ça veut dire d'une rencontre entre des intellectuels militants et aussi des mouvements radicaux, et dans une nouvelle relation où les rôles, on peut aussi changer, le rôle des rechercheurs et le rôle de ce qui est seulement le sujet des recherches. Ça, c'est important pour moi. Je crois qu'on doit le faire. Et on peut aussi dire que c'est un peu comme... ce n'est pas seulement défendre l'université, même, même parce que naturellement c'est important de défendre l'université publique. Je crois que c'est un processus de réélaborer une conception de raison publique, d'utiliser la phrase de Kant. Ça veut dire de l'utilisation publique de la raison. Ça veut dire de notre compétence théorique collective au sein des mouvements d'émancipation, au sein des mouvements radicaux. Et je crois que si on a... Ça, c'est nécessaire actuellement pour combattre ce qui se passe dans les universités, parce que si ce qui se passe, ce n'est pas seulement une détérioration. On a une université publique, mais ça, c'est un peu pire. C'est quelque chose de plus profond qui se passe. Ça veut dire que les forces de capital sont à l'avance. Ils vont changer des choses vraiment, changer toutes les manières qu'on reproduise même les salariats qualifiés. On a besoin d'une contre-offensive. On a besoin de penser dans ce sens plus large. Non seulement dans le sens des mouvements de résistance. Naturellement, on va faire tout ce qui est nécessaire pour résister, mais aussi on a un devoir, je crois, plus élargi, plus général. Et je crois que pour les intellectuels de la gauche, les intellectuels radicaux, les rechercheurs, les universitaires, c'est important ça. Parce qu'il y a toujours le danger d'avoir des hommes qui font des travaux théoriques importants, qui sont vraiment bons à ce qu'ils font dans les universités, mais ça n'a aucune relation avec des choses qui se passent en dehors de leur citadelle académique. L'important est ce qui se passe dans la société, et je crois que ça c'est important. Et je crois aussi que les nouvelles formes de lutte, les nouvelles formes de coordination, les nouvelles formes d'auto-organisation que nous avons vues émerger dans les mouvements des années passées, et aussi les nouvelles formes de sphères publiques qu'ils ont aussi, que nous avons vu émerger, et offrent cette possibilité d'une rencontre entre mouvements de masse et une certaine théorie militante, on peut le décrire comme ça. Par exemple, en Grèce, en 2011, quand vous avez cet grand mouvement dans les places où les hommes venaient discuter, c'était vraiment important de voir que les hommes voulaient écouter des choses, ils voulaient écouter des analyses. Il voulait trouver autre manière de penser l'économie, de penser la politique, de penser des questions urgentes comme la dette. Ils avaient un grand respect pour les intellectuels qui venaient là pour participer, etc., et être part du mouvement, etc. Ça veut dire les hommes qui participent aujourd'hui au mouvement, les hommes des forces sont des hommes qui ont besoin de ces choses. Alors c'est important pour les intellectuels de prendre faire ce qui est nécessaire pour cette rencontre. Et on peut, dans ce processus, qui est aussi beaucoup plus large de les universités, il ne s'agit pas seulement des universités, on a des choses, on peut utiliser les universités. En même temps, ça c'est aussi un devoir pour les mouvements et aussi pour les formations politiques. Parce que je crois que si on n'a pas de formation politique, de partis ou de fronts,
qui ne sont pas aussi des procès de connaissances, qui ne sont pas aussi des laboratoires de nouvelles formes de connaissances, de nouvelles formes de pensée, de ce que Gramsci désignait comme intellectualité de masse critique. Ça veut dire qu'on n'aurait pas une refondation de la gauche. Parce que l'histoire du mouvement ouvrier est une histoire aussi de ce procès de connaissance. Par exemple, quand Marx écrit sur la commune, qu'est-ce que c'est? On voit un procès de connaissance. Il apprend des choses par ce qui se passe dans un mouvement particulier, il les articule dans une problématique théorique, ce qu'aujourd'hui nous appelons marxisme. C'est la même chose avec, par exemple, Lénine et l'expérience de 1905, de la révolution de 1905, et l'expérience des soviets, par exemple. Aujourd'hui, dans les partis de gauche, tous les partis de gauche, ou les mouvements de gauche, ou les fronts de gauche, dans l'Europe, est-ce qu'on peut voir ce procès de connaissance? Est-ce qu'on a cette image que les directions ou des militants apprennent des choses? Oui, ou peut-être qu'on a des venues pour faire cette chose. Ça, pour moi, c'est vraiment urgent quelque chose comme ça.